Bonjour, je m'appelle Claude et voici mon témoignage. Il faut savoir que ma mère, quand elle m'a eu, elle était atteinte d'un cancer et de plusieurs maladies. C'est-à-dire qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. C'était impossible. C'était vraiment complètement impossible. Mais je suis né. Mais je suis né avec plusieurs défauts. Je suis né avec des problèmes de poumons, un diabète aussi. Je ne devais pas naître, mais ma mère m'a eu. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille où j'étais pas avec mon père. Ma mère, elle était séparée de mon père et du côté de ma mère, j'avais un grand frère et une grande sœur. On avait tous un père différent. Notre mère, elle a joué le rôle de nos trois pères. Je n'avais pas mes repères au début de mon enfance. En 2009, il y a mon beau-père qui est arrivé. Et pour moi, ça ne me posait absolument pas de problème parce que je ne connaissais pas mon père. Et lui, du coup, pour moi, c'était mon père et je le considère toujours comme mon père. Ça veut dire qu'il est arrivé et j'ai bien pris sa présence. Mais malgré que j'ai mon beau-père, que j'ai ma mère, j'essaie de chercher mon père. Je cherche mon père, je cherche à avoir contact avec lui. Des fois, je l'ai, mais des fois, je ne l'ai pas. Il fallait savoir que du côté de mon père, j'avais deux sœurs, mais je ne les ai jamais vues. Et je cherchais à les connaître. Mais rien ne se faisait de ce côté-là. Ça veut dire que moi, j'en voulais beaucoup à mon père. Dès l'âge de mes 10 ans, j'en voulais beaucoup à mon père parce qu'il n'était pas là et je ne connaissais pas mes sœurs. Mais le fait qu'il n'était pas là, je me suis dit, bon, vas-y, il y a mon beau-père, donc en réalité, ce n'est pas grave. Ça veut dire que les années collège, elles passent, on arrive en sixième. Et en sixième, il y avait la mouvance du mot « Wallah », si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que tout le monde disait « Wallah », tout le monde disait « Wallah ». Et du coup, mes potes, ils me disent « Mais tu dis Wallah, mais est-ce que tu es musulman ?» Ça veut dire que je commence à mentir, je commence à rentrer dans le mensonge, je commence à dire que je suis musulman, je commence à dire que mon père il est musulman alors que je ne l'ai pas vraiment connu. Et du coup, je commence à m'inventer une vie, je commence à rentrer dans le mensonge, je commence à dire que je suis musulman alors que c'était totalement faux. Et du coup, je me rappelle d'un événement avec une maison de quartier de ma ville. On est parti en colonie. Et dans cette colonie, l'éducateur, il a dit qu'il ne mange pas de porc. Et dans la chambre où j'étais, il n'y avait que des musulmans. Ça veut dire que tout le monde a dit oui. Et moi aussi, j'ai dit oui. Ça veut dire que l'éducateur, il est sorti et ils ont dit quoi? Ils ont dit ah ouais, toi aussi, toi, t'es musulman. Depuis quand? Et j'ai dit j'étais musulman, mais je pratiquais pas, etc. Ils ont dit pratique avec nous, nous on va te montrer. J'ai fait les ablutions, j'ai récité des sourates. Je ne savais pas qu'est-ce que je disais, mais j'ai aussi fait la prière avec eux. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais là, c'est bon, je suis musulman. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai essayé de pratiquer 1 semaine, 2 semaines, mais je n'avais pas de repère. Ça veut dire que j'ai laissé le côté musulman. Et quand j'étais petit, je recherchais beaucoup ce côté religieux, mais sans plus. Et j'ai un oncle qui est bouddhiste. Ça veut dire que je suis parti m'intéresser à la religion bouddhiste. Et c'était une religion très bizarre pour moi parce que c'était très différent de tous les autres. En fait, la vie que je vivais, c'était pas moi. Je me donnais un rôle, je me donnais un genre. J'essayais de plaire aux autres, de faire rire les autres, alors que c'était pas moi. En fait, je suivais la mouvance. Ça veut dire qu'à partir de la 5e, je commence à faire du rap comme tout le monde. Je commence à rapper, à faire de la musique. À partir de la 4e, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est drogue, vol. Et vraiment, ces choses-là, pour moi, c'était vraiment normal. C'était un train de vie normal. J'y voyais vraiment rien de mal dans ces choses-là parce que je voyais tout le monde faire. Et comme je voyais tout le monde faire, je me disais que c'est normal, tout le monde le fait, pourquoi toi tu ne vas pas faire? Ça veut dire que je suis rentré dans ces choses-là et je me plaisais dans ces choses-là. Je ne voyais vraiment pas d'inconvénients. À partir de l'année 3e, j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'ai vraiment commencé à faire n'importe quoi à l'école. Ça veut dire que j'ai été viré. J'ai été transmis dans un autre établissement
Et dans l'établissement où j'ai été affecté, j'ai encore fait n'importe quoi. J'ai volé le téléphone d'une proviseure, des histoires, etc. Bref, je faisais n'importe quoi. Et je veux pas vraiment jeter la faute sur le manque d'affection de mon père, etc. Je dirais pas que c'est ça. C'était vraiment une vie que je menais. J'étais vraiment influencé. C'était vraiment l'influence. Vraiment, vraiment l'influence. Et du coup, là, on rentre dans les années, dans ma première année de lycée. Ça veut dire ma première année de lycée, dans ma tête, directement, c'est les filles. Là, je sors du collège, c'est les filles. Ça veut dire que je commençais à enchaîner les conquêtes, je commençais à enchaîner les fêtes. J'aimais vraiment les fêtes, le monde des fêtes, le monde des filles. J'aimais vraiment ça. Il faut savoir, au lycée, ils m'ont mis dans une filière que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas forcément faire. Ça veut dire qu'ils ont choisi à ma place. Ça veut dire que là, je me retrouve dans un lycée, il n'y a que des garçons. Qui dit que des garçons, ça veut dire que des embrouilles, que des disputes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je me dis, en vrai, ça sert à quoi je travaille? C'est un truc que je ne veux pas faire. Ça veut dire à partir de seconde, je ne m'intéresse pas. Première, je ne m'intéresse pas. Je n'ai pas eu mon BEP. Et chez moi, ça m'a mis un ultimatum. Ça m'a dit, ok, peut-être tu fais n'importe quoi dehors, mais ramène-nous au moins un diplôme. Ça veut dire que je commence à me donner à fond. Je commence à me donner à fond, mais il y a toujours les mauvaises fréquentations qui font que des fois, je déviais. Et du coup, le lycée m'avait donné une dernière chance. Ils m'ont dit, encore une exclusion, c'est fini. Et qui dit exclusion, dit que ce sera très difficile pour passer mon diplôme. Mais malgré ça, j'ai réussi à être exclu. C'était une exclusion de 7 jours. Ma mère, vraiment, elle était vraiment fâchée contre moi. Vraiment, elle m'en voulait par rapport à ça. Elle m'en voulait vraiment, vraiment. Et du coup, pendant les 7 jours, j'étais à la maison. Et pendant ces 7 jours-là, ma mère, elle ne me parlait pas. Genre, vraiment, c'était la guerre. Elle ne me parlait pas, je ne lui parlais pas. Elle m'en voulait. Et mon beau-père, dans tout ça, il ne s'en est pas mêlé. Parce que je savais que lui aussi, il était fâché. Et lui, c'est une personne, quand il est fâché, il ne parle pas. Même quand il est content, il ne parle pas. Ça veut dire que j'étais chez moi, mais moi et ma mère, on ne se parlait pas. Il faut bien retenir cet élément-là, on ne se parlait pas. Ça veut dire que les jours, ils passent, on ne se parle pas. Ils passent, on ne se parle pas, on ne se parle pas. Et il y a un mardi soir, comme ça. Il y a eu un mardi soir, elle est venue me voir. Non, je crois non, c'était un mercredi soir. Elle est venue me voir et elle m'a donné à manger. Et le fait qu'elle me... Enfin, j'avais déjà mangé, mais elle m'a redonné à manger. Et je n'avais pas compris pourquoi. Enfin, elle était venue grave dans une ambiance où tout allait bien. Et je ne comprenais vraiment pas. Ça veut dire que j'ai mangé et je ne me suis pas posé de questions. Mais quand je suis parti dormir, vraiment avec un mauvais pressentiment. Ça veut dire que le lendemain, je me réveille, mais je me réveille toujours avec ce mauvais pressentiment. Et ça veut dire que je vais directement dans la chambre de ma mère. Et quand j'arrive dans la chambre de ma mère, je vois qu'elle n'est pas bien. Mais il faut savoir une chose que je n'ai pas dit, j'ai joué au début, ma mère, c'était une femme, elle était malade, mais c'était une battante. Ça veut dire que je ne m'inquiétais pas plus que ça. Elle était malade, elle allait souvent à l'hôpital, etc. Mais ça faisait partie de son processus pour guérir. Ça veut dire que je ne m'inquiétais pas. Ça veut dire que pour moi, des fois, quand elle était malade, ça arrive. Mais ce jour-là, c'était vraiment pas comme les autres jours. C'était vraiment bizarre. Son ventre, il était gonflé. Et vraiment, c'était pas naturel. Genre, c'était pas normal. C'était quelque chose que j'avais jamais encore vu. C'était vraiment bizarre. Mais j'arrive dans sa chambre et elle me dit, malgré qu'elle va pas bien, elle me dit, c'est pas grave, genre, il n'y a rien. Mais elle me disait qu'elle avait mal au ventre. Mais moi, j'ai pas eu le réflexe d'appeler les pompiers, etc. Ça veut dire que j'étais privé de sortie. Je ne pouvais pas sortir à ce moment-là. Mais je lui ai demandé si je pouvais aller me coiffer. Et du coup, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr et tout?
Et il faut savoir qu'il y avait mon grand frère dans la maison. C'est-à-dire, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas la laisser tout seul, au moins il y aura mon grand frère. Ça veut dire que je suis parti me coiffer. Mais je suis parti me coiffer, j'avais plus mauvais pressentiment. Je suis parti, j'ai fait ma journée et arrivé au coiffeur, j'arrive au coiffeur, je reçois un appel de ma mère, elle me dit qu'elle a mal au ventre et tout, si je pouvais appeler son infirmière. Il faut savoir qu'elle avait une infirmière parce qu'elle avait atteint un stade de sa maladie, il fallait qu'elle ait une infirmière. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu peux appeler mon infirmière et tout. Enfin, elle me faisait vraiment comprendre qu'elle n'allait pas bien. Moi, je lui disais que j'étais pas à côté de la maison parce que mon coiffeur, il était sur Paris. Je lui ai fait comprendre que j'allais vraiment pas... Enfin, genre, je pouvais rien faire. Genre, j'étais pas à côté. Du coup, mon beau-père, il m'appelle. Je lui dis la même chose. Et moi, dans ma tête, je réfléchis, mais je me dis, il y a mon grand frère à la maison dans tous les cas. Ça veut dire que je continue ma journée. Il faut savoir, ma grande sœur, elle m'appelle. Mais ma grande sœur, elle n'habite pas en Ile-de-France. Ça veut dire que c'est très rare qu'elle m'appelle. On prend de nos nouvelles, mais quand elle m'appelle, c'est bizarre. Ça veut dire, elle m'appelle et elle me dit, oui, t'es où? Maman, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital de Pontoise. Ça veut dire que dans ma tête, je me dis, bon, c'est comme les autres fois. Ça va aller, ça va passer, c'est rien de grave. Mais j'étais quand même sous le choc. Mais malgré ça, je continue ma journée. Je continue à m'en foutre. Je continue ma journée, mais j'ai quand même ce pressentiment dans ma tête. Du coup, j'étais avec mes amis. Et là, je dis à un de mes potes, vas-y, accompagne-moi à l'hôpital, parce qu'on avait fini de faire ce qu'on avait à faire. Accompagne-moi à l'hôpital et je vais voir ma mère, parce que mon beau-père m'avait dit de venir. Mais quand ma mère, des fois, elle était à l'hôpital, elle ne me disait jamais de venir. Mais là, on m'a dit de venir. Ça veut dire que dans ma tête, je sais pas. Du coup, je suis parti. J'arrive à l'arrêt de bus de l'hôpital et il faut savoir qu'elle est aux urgences. Ça veut dire que pour descendre aux urgences, il y a une pente. Du coup, je laisse mon pote, je lui dis au revoir. Et quand je descends la pente, il y a une voix qui me parle. Genre, je me stoppe. Vraiment, je me stoppe. Il y a une voix qui me parle, il y a une voix qui me dit que ta maman, elle n'est plus là. Genre que c'est fini. Genre, il y a vraiment une voix qui me parle fortement, qui me dit que c'est fini. Genre, je suis stoppé, il y a une voix qui me dit c'est fini. Que ta maman, elle n'est plus là. Et j'avance dans les urgences, je vois mon père et mon beau-père et ma tante. C'est-à-dire, je vois mon beau-père, il a les yeux rouges, il était vraiment dans un mauvais état. Je l'avais vraiment jamais vu comme ça. Et il y avait ma tante aussi. Il faut savoir que j'ai vraiment une très très grande famille du côté de ma mère. Ça veut dire qu'ils ont commencé à tous venir et je ne comprenais pas pourquoi et j'ai vraiment commencé à réaliser l'ampleur de la chose. Du coup, le médecin il arrive et c'était une infirmière, elle arrive et elle nous dit il y a 0,2% de chance que ta mère elle se réveille parce qu'elle était en réanimation. Du coup, à ce moment-là, dans ma tête, je commence à péter un câble, je commence à me dire, je commence à dire au médecin, mais pourquoi tu me dis ça? Genre, il y a 0,2% de chance, ça sert à quoi de me dire ça? Du coup, il nous faut encore attendre. Et du coup, moi, je m'assois dehors parce que je réalisais toujours pas. Et un monsieur, une personne de 25, 26 ans, qui est venu me voir, il me dit, oui, t'es là pourquoi? Je lui dis, je suis venu voir ma mère parce que là, elle est en réanimation. Et lui, il m'explique, il dit sa mère, elle est décédée lundi dernier. Il est venu régler des papiers et tout parce que sa mère, elle est décédée lundi dernier. Et quand il me regarde, je vois vraiment de la compassion dans ses yeux et il commence à me donner des conseils. Et dans ma tête, je me dis, pourquoi tu me donnes des conseils? Moi, ma mère, elle n'est pas décédée. Pourquoi tu me donnes ces conseils-là? Je ne comprends pas. Du coup, je prends ces conseils en compte, etc. Je lui dis au revoir. Et là, c'était le moment de monter dans la salle. Du coup, on est dans la salle, on est dans le petit cabinet. On est là et on attend le médecin. Là, ma famille a commencé à venir en grand nombre. On a une vingtaine de personnes, trentaine de personnes. On commence à être un grand nombre.
dans l'hôpital et le médecin, il arrive. Le médecin, quand il arrive il ouvre la porte, il ne nous regarde pas dans les yeux. Vraiment, il ne nous regarde pas dans les yeux. Et il ne nous dit pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Mais il nous dit comme quoi, vraiment, ce que ma mère elle a eu. Genre, dans le monde, c'est très rare que des personnes ont eu ça. Vraiment, c'est un cas que eux-mêmes, ils n'ont jamais traité, qu'ils ne connaissent pas vraiment. Un spécimen vraiment rare. Ça veut dire là, le médecin, il vient, il nous annonce, il nous dit que ils sont obligés de débrancher les fils. Ils sont obligés de débrancher les fils de la réanimation, que ma mère ne va pas survivre. Et dans ma tête, je me dis, ah ouais, faut savoir, j'étais sur l'année de mes 16 ans, j'avais 15 ans. Je me dis, ah ouais, là c'est chaud, je ne réalisais pas. Genre, je me dis, ouais, là, ma mère, c'est fini. Genre, je ne veux plus la revoir. On s'est laissé en mauvais termes. On ne se parlait pas. Je ne pourrais même pas lui dire je t'aime. Je ne pourrais même pas lui dire et je ne pourrais même pas m'excuser. On s'est laissé en mauvais termes. Et là, je commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Et là, l'infirmière, elle vient me chercher. Et elle nous dit, tu peux aller voir ta mère une dernière fois. Mais il faut savoir, à ce moment-là, elle ne savait pas débrancher les fils. C'est dire que quand je vais dans la salle, je tiens sa main. Mais quand je tiens sa main, je sens qu'elle serre ma main aussi. C'est dire, moi, je pète un câble, je dis au médecin, mais là, elle a serré ma main aussi. Ça veut dire que à ce moment-là, je pète vraiment un câble. Genre là, à ce moment-là, je comprends pas. Et du coup, le médecin il me dit que même si on laisse les fils, genre même si on laisse, elle ne pourra pas survivre. Et du coup, là, je réalise que j'ai perdu ma mère. J'ai 15 ans. Mon anniversaire, il était dans 2 mois. Elle ne va même pas me le souhaiter. Je ne vais même pas passer mon anniversaire avec elle. À ce moment-là, vraiment, j'étais perdu. Ça veut dire que là, dans l'hôpital, comme je l'ai dit, il y avait vraiment toute ma famille. Il faut savoir que mon beau-père, dans la maison, il a laissé moi et mon grand frère. Et vous connaissez les Africains, ils cherchaient un fautif. Ça veut dire que tous mes oncles qui commencent à arriver, ils commencent à accuser mon grand frère. Ils commencent à dire, oui c'est lui, il a tué votre mère. Parce qu'en gros, dans la maison, il ne restait que lui. Ça veut dire qu'ils commencent à accuser mon grand frère. Et tout le monde commence à accuser. Mais avec sagesse, mon beau-père, il ne porte pas réaction. C'est-à-dire qu'on cherchait vraiment, tout le monde cherchait un coupable. Même moi, dans ma tête, je me disais, c'est de sa faute. Je me disais, c'est de sa faute, etc. Mais du coup, moi, j'ai entendu la version de mon grand frère. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, en fait, il faut savoir que mon grand frère, il faisait des démarches administratives. Et ce jour-là, il fallait impérativement qu'il aille les faire. S'il ne les faisait pas, c'était fini. Et ma mère, elle a dit quoi? Elle a dit, même si je vais mal, c'est pas grave, va faire tes papiers, mon fils, pars. Ça veut dire à ce moment-là, ma mère, elle est seule dans la maison, elle est fermée, il n'y a plus personne. Parce que mon frère, il est parti faire ses papiers. C'est-à-dire que c'est ma mère qui a dit à mon frère de partir. Vous connaissez les Africains, quand même, c'est bizarre. Et du coup, comme ce n'était pas mon frère, ils reviennent vers moi. Eux, dans leur tête, ils se sont dit que je suis parti au coiffeur à côté de la maison. Ça veut dire, ils se disent, pourquoi on t'a appelé, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison? On commence à m'accuser. On commence à m'accuser, on commence à dire que c'est de ma faute, que j'étais au coiffeur, que j'aurais pu y aller. Ça veut dire, comme je vous ai dit, tout le monde cherchait un fautif. Et tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais la plupart de mes tantes, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, c'était peut-être sur l'effet de la colère, mais commençaient à parler dans ma langue et à dire que, en gros, ouais, c'est ces enfants qui l'ont tué, etc. Et moi, dans mon cœur, je parlais dans mon cœur et j'avais vraiment mal. Genre, t'imagines, t'as 15 ans, t'entends des paroles comme ça. J'étais vraiment
ça me faisait vraiment mal au cœur. Ça veut dire que dans notre tradition, on devait aller enterrer ma mère au Cameroun, du pays où je viens. Ça veut dire que on va au Cameroun. Et moi, en fait, j'ai fait un déni du décès. Ça veut dire que j'ai pleuré à l'hôpital, mais après ça, j'ai plus pleuré. Je ne montrais plus d'émotion. Vraiment, je ne montrais pas d'émotion. Je ne parlais pas. C'est vraiment allé de pire en pire. C'est vraiment allé de pire en pire, de mal en mal. Et vraiment, des fois, quand j'allais chez certains membres de ma famille, les accusations, elles continuaient. Les actions qu'ils posaient vers moi, ça se voyait que ça ne se faisait pas avec amour. Je ne suis vraiment pas là pour accabler une personne, accuser. Vraiment, j'ai tout pardonné et je ne suis vraiment pas là pour dire que ma famille, c'est des mauvaises personnes. Je ne suis pas là pour ça. Mais du coup, ça allait vraiment de mal en mal, de pire en pire. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme. Et en juillet, août 2021, je suis parti en vacances pour fêter l'obtention de mon diplôme. Et pendant cette période-là, je me posais vraiment beaucoup de questions. Demain, si je meurs, je vais où? Demain, si je meurs, comment ça va se passer? En fait, je me posais vraiment beaucoup de questions sur la vie. Et en même temps, j'avais un mauvais pressentiment par rapport à moi. Une atmosphère négative sur ma vie. Je m'intéressais, pour faire court, parler en parabole, je m'intéressais beaucoup aux choses négatives. Vraiment aux choses occultes. Je m'intéressais beaucoup à des choses qu'il ne faut pas. Du coup, là, on est en septembre. Il faut savoir que j'ai une meilleure amie. J'ai une meilleure amie. Je me pose toujours ces questions-là. Mais maintenant, on est en septembre. Et je suis dans ma chambre. Et un soir comme ça, avant de prier, je faisais des prières de 30 secondes. Seigneur, protège-moi. Amen. Je faisais ces prières-là. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit, Jésus, révèle-toi à moi. J'ai dit, Amen. Je me suis endormi. Deuxième fois, j'ai fait une deuxième nuit. J'ai dit, Jésus, révèle-toi à moi. J'avais jamais explicitement entendu son prénom. Je ne sais pas d'où j'avais entendu. Mais j'ai dit, Jésus, révèle-toi à moi. Et 2 semaines plus tard, ma meilleure amie, elle m'invite dans son église. Elle m'invite dans son église. Mais pour moi, l'église, je vais aller à l'église, je vais aller dormir. Pour moi, l'église, je n'avais pas la conscience de l'église. Je ne savais pas c'était quoi l'église. Pour moi, c'était banal. Ça veut dire qu'elle m'a invité. J'ai dit, ouais, je vais venir, mais je ne suis pas venu. Du coup, le deuxième samedi, elle m'invite. Je dis là, vas-y, je vais venir. Et j'avais des amis, j'ai dit, vas-y, j'ai dit à mes potes, vas-y, venons, on va à l'église. Mais ce jour-là, il y avait un dilemme. On devait aller en boîte de nuit. Et c'était la première fois que je devais aller en boîte de nuit. Ça veut dire, ça tombait le samedi. Ça veut dire, on s'est dit quoi? On s'est dit, samedi, on va à l'église, après on va en boîte. Moi, je lui ai dit, pour moi, je ne savais pas c'était quoi vraiment l'église. Pour moi, c'était un lieu. Je ne savais pas vraiment il se passait quoi à l'intérieur. Ça veut dire, dans notre tête, notre programme, c'était église, après on va en boîte. Et moi, pour moi, c'était la première fois que je devais y aller. Ça veut dire que j'arrive à l'église, on était 4. J'arrive à l'église, le culte y passe. Et il y a la parole, il y a le moment de la parole. Mais je m'endormais un peu. Genre, je comprenais pas trop. Je me suis vraiment mis sur le côté du mur. Là, je me suis dit, là, c'est ma place. Là, je vais dormir. Ça veut dire que j'ai commencé à dormir. Mais pendant que je dormais, je me suis réveillé d'un coup. Et quand je me suis réveillé d'un coup, c'était le moment de la prière. C'était vraiment le moment du service, c'était le moment d'impact. Ça veut dire que les gens ils prient, ils commencent à parler en langue. Moi je regarde mes potes, on commence à rigoler. On voit il y a des gens, ils tombent. On dit ça c'est quoi ça? C'est-à-dire on voulait partir mais il y avait un truc qui me disait reste. Il y avait vraiment un truc qui me disait reste. Et du coup, je commence à me concentrer. Je commence à prier. Enfin, je ne savais pas prier. Ça veut dire que je sortais les mots qui me sortaient du cœur. Et là, c'est le moment où le pasteur il dit qui veut accepter Jésus? Qui veut accepter Jésus? Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui passent, vraiment plein de personnes qui vont accepter Jésus. Et là, le pasteur il bloque. Il dit il y a une personne, toi tu luttes dans ton cœur, tu dois accepter. Tu sais que tu dois accepter Jésus, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Et ça veut dire que ma meilleure amie, elle me regarde.
je regarde mes amis. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Le pasteur, il dit encore, je sais qu'il y a une personne qui hésite dans ton cœur. Du coup, je me suis avancé avec un de mes amis. Je vous ai dit qu'on était 4. Je me suis avancé et un de mes amis s'est avancé. Ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu. En fait, j'ai retrouvé cette chose. C'est comme si j'avais retrouvé quelque chose que j'avais en moi, que j'ai perdu. Et je l'ai retrouvé. Et quand j'ai accepté Jésus, il y a une conscience en moi qui s'est réveillée. Vraiment, j'ai pris conscience de toutes les choses qui pouvaient se passer dans ce monde. Et depuis ce jour-là, tout a changé dans ma vie. Vraiment, tout s'est ouvert, tout a été clair. Vraiment, j'ai fait le meilleur choix. Vraiment, il n'y avait pas d'autre choix que je puisse faire. C'était vraiment le meilleur choix que j'ai fait. Et vraiment, le conseil que je peux donner à une personne qui a pu vivre des choses similaires à moi, c'est ne te renferme pas sur toi-même, reste pas dans ton coin, parle à des personnes, sois pas dans une solitude. Parce que moi, quand j'ai perdu ma mère, j'ai fait un déni de la chose. C'est-à-dire que je n'avais pas fait mon deuil. Mais c'est après, quand j'ai fait une cure d'âme, quand j'ai parlé avec mes pasteurs, etc., c'est là que j'ai su que vraiment, j'avais pas accepté, j'ai pas fait le deuil. C'est-à-dire, le conseil que je peux donner, vous ne renfermez pas sur vous-même, restez pas seul. Et vraiment, Jésus, quand il restaure une personne, il la restaure entièrement. Il ne fait jamais à moitié. Quand il délivre une personne, il la délivre entièrement, il ne fait pas à moitié. Et j'ai vraiment été... Toutes mes anciennes habitudes, d'un coup, ça ne m'a plus dit rien. Ça ne m'a rien dit. Vraiment, je n'étais pas mêlé. Certaines choses, ça a pris du temps. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et vraiment, je suis très heureux en Christ. Je suis épanoui. Et vraiment, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie.